This podcast is brought to you by the School of Advanced Study, University of London. Très bien. Donc bonsoir et merci Fabrice de m'avoir invité à venir parler dans ce séminaire. Alors le titre de cette communication est le suivant: Robert Owen et son mouvement, questions sociales et communauté, donc entre 1825 et 1849. Donc Robert Owen, que vous voyez représenté ici, un petit peu clair. On peut essayer de baisser un store, mais c'est assez périlleux. Ok. On va. Donc il est connu pour avoir structuré le premier mouvement socialiste britannique, qu'on appelle également de manière indifférenciée owenisme, entre 1825 et 1849. Il tire parti d'une série d'expérimentations en ingénierie sociale qu'il met en place au sein du village ouvrier modèle de New Lanark en Écosse, qu'il avait dirigé entre 1800 et 1825. Et ce mouvement s'inspire de cette expérience et il tente de remédier aux inégalités de l'ère industrielle en repensant la société sur un mode communautaire, seul à même, selon les owenistes, d'assurer l'harmonie entre les classes et la prospérité économique, et d'apporter ainsi une réponse définitive à la question sociale qui commençait à se poser dès la fin des années 1780-90. L'œuvre politique d'Owen fait généralement l'objet d'une lecture clivée au sein de l'historiographie, que ce soit en Grande-Bretagne comme ailleurs. Il est célébré pour avoir posé les jalons du mouvement coopératif britannique dès les années 1820. Il est cependant décrié pour son approche communautaire, qui est traditionnellement rattachée au champ de l'utopie depuis le manifeste du Parti communiste en 1848. Entre les années 1820 et 1849-50, une trentaine de communautés owenistes voient pourtant le jour des deux côtés de l'Atlantique. Mais en proie aux dissensions internes et à d'importantes difficultés financières, elles mènent cependant le mouvement à la banqueroute en 1849. Cet échec avéré ne saurait pourtant préjuger de l'intérêt historique du mouvement oweniste en général, et de sa composante communautaire en particulier, et c'est ce que je vais essayer d'exposer ici ce soir. Depuis les années 1980, avec des chercheurs tels que Gregory Claes en particulier, l'histoire des idées a réexaminé l'owenisme en soi et pour soi, en contexte, non plus comme un simple avant-goût du socialisme scientifique. Mais un travail similaire reste cependant à faire du côté des pratiques internes au mouvement, en d'autres termes, du côté de son histoire sociale. Et c'est un ancrage socio-historique que la dimension communautaire et expérimentale qui, à mon sens, caractérise l'owenisme, invite fortement à adopter. En préambule à cette relecture, je commencerai par présenter très brièvement le parcours d'Owen, brièvement parce qu'il a déjà été abondamment traité, et la genèse de sa pensée communautaire. Je me livrerai ensuite à une brève histoire de l'owenisme entre 1820 et 1849 pour analyser de façon plus poussée son fonctionnement communautaire. Et cette communication s'attachera à en préciser plusieurs aspects fondamentaux. Premièrement, le fait communautaire permet de saisir les dynamiques internes au mouvement en termes de structuration, d'institution et de mobilisation. Et deuxièmement, cet idéal communautaire permet d'envisager l'apport de l'owenisme à l'histoire générale du socialisme, puisqu'il agit comme une rencontre en termes d'idées et d'action pour la nébuleuse radicale de l'époque. Alors tout d'abord, retour sur le parcours de Robert Owen, de la philanthropie au socialisme communautaire. Donc, vous voyez ici une photographie du village ouvrier de New Lanark, dont je vais reparler dans quelques instants. Donc, au cours de son œuvre prolifique, Robert Owen a présenté ses théories dans leurs intuitions premières comme dans leur évolution, comme le produit de son expérience personnelle. D'industriel textile éclairé, il se conçoit comme un homme de terrain et non pas comme un philosophe de salon. Je reprends son expression.
Très tôt, dès les années 1790, il s'émeut du sort des classes laborieuses et plus généralement de la paupérisation croissante de la classe ouvrière britannique dans le sillage de la première révolution industrielle. Cet intérêt pour le sort du monde ouvrier est, je pense, indissociable d'un parcours de self-made man, qui fait de lui le témoin direct des bouleversements socio-économiques de son temps. En effet, il naît en 1771 à Newtown, dans le Pays de Galles, dans une famille de petits commerçants. Il quitte l'école à l'âge de 10 ans pour être placé en apprentissage chez un drapier, puis il s'installe vers 1790 à Manchester, et là, il va gravir les échelons d'un secteur textile qui est alors en pleine expansion. Il est d'abord constructeur de métiers à filet, puis il s'installe brièvement à son compte avant de devenir, en 1792, le directeur adjoint de l'une des plus importantes filatures de la ville. 2 ans plus tard, il monte sa propre affaire, qui rachète en 1799 le village ouvrier de New Lanark, entre-temps, qui avait été fondé par un industriel de Glasgow, David Dale. Et à l'été 1799, Owen épouse la fille de Dale, Anne-Caroline, et quelques mois plus tard, en 1800, il prend la tête de l'entreprise. Il est désormais l'un des plus puissants industriels du royaume, puisque en 1800, New Lanark est la plus grande filature de son temps et aussi une des plus rentables. Mais Owen ne considère pas New Lanark comme une entreprise parmi d'autres, mais comme le lieu d'une véritable expérience sociale destinée à améliorer durablement, voire définitivement, les conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre textile. Autrement dit, il considère le village ouvrier comme un laboratoire destiné à prouver la validité d'un ensemble d'intuitions sociales, d'essence paternaliste, qui le voit pourtant s'engager progressivement sur la voie de la réforme sociale, jusqu'à aboutir, au cours des années 1815-1820, à l'expression de l'une des premières pensées socialistes de l'histoire. Donc je vais revenir brièvement sur cette radicalisation. Ces ambitions réformistes naissent, je l'ai dit, dès les années 1790 à Manchester, puisque c'est une époque où il fréquente diverses associations et sociétés savantes, comme la Manchester Board of Health ou la Manchester Literary and Philosophical Society, où il se familiarise avec la rhétorique et l'action réformiste propre aux Lumières finissantes. Pour Owen, la révolution industrielle a accentué les divisions sociales entre patrons et employés, entre mari et femme, entre ville et campagne, et ce sont ces divisions qui constituent pour lui la source de la misère du monde. Le remède s'impose, il faut retrouver un mode de vie communautaire qui fait, selon lui, l'essence des relations sociales et que le monde moderne a perdu de vue. En d'autres termes, il veut créer un trait d'union entre la modernité économique et une certaine tradition sociale, en partie d'origine agrarienne. La solution au problème est d'essence déterministe, puisque Owen est sceptique religieux, il a des opinions déistes, et il ne croit pas du tout au péché originel, donc par conséquent, c'est l'environnement qui détermine le caractère de l'homme. Cette doctrine des circonstances, ainsi qu'il la nomme, constitue le pilier de sa pensée, et il voit en elle la loi fondamentale de la nature. Plus qu'un simple réformateur et philanthrope, Owen souhaite apporter une réponse définitive à la question sociale, et c'est pourquoi l'action sur ces circonstances, cet ancrage déterministe, doit pouvoir à la fois expliquer scientifiquement l'origine des phénomènes sociaux, mais également servir de base scientifique à toute velléité d'action sociale. Donc une posture empiriste qui cadre bien avec son parcours d'homme de terrain. Par conséquent, Owen perçoit la réforme sur une base déterministe comme un véritable processus de rééducation, et c'est également un pan central de ses théories. Toute sa vie, il se passionne pour
la promotion de l'éducation des classes populaires. Ayant pris conscience du pouvoir de l'environnement, du pouvoir de ces circonstances, Owen se pose en exemple auprès des classes laborieuses et par extension auprès de la société en général. Mais il se distingue cependant donc c'est une posture relativement paternaliste, on en conviendra, mais il se distingue du paternalisme classique Tory, conservateur, par sa posture pédagogique. Il croit fermement en la perfectibilité de l'homme. Il s'oppose résolument à toute conception ontologique de la pauvreté. Et donc sans péché originel, dont l'indigence serait la marque tangible, la voie de la réforme sociale est donc pleinement ouverte. Et donc pour éradiquer les vices dont souffre la société, c'est-à-dire pour Owen la sédition, le paupérisme, l'intempérance, l'ignorance, etc., il faut donc créer un environnement adéquat, fondé sur une juste discipline, qui serait respectueuse de l'intégrité des individus, ouverte à leurs besoins et qui permettent également d'engendrer un profit. Symbole des maux mais également des potentialités de son temps, l'usine s'impose comme un terrain d'expérimentation majeur. Et par exemple, à New Lanark, en l'espace de 25 ans, Owen va réduire la journée de travail des employés à 10 heures, ce qui est exceptionnel, c'est un cas unique pour l'époque. Il développe également les écoles du village, bien au-delà des attentes de l'époque en matière d'éducation populaire. Donc vous voyez sur cette gravure qui a été très largement diffusée à l'époque, qu'on enseignait la danse aux enfants, discipline jusqu'alors réservée à l'aristocratie. Les enfants sont vêtus de toges romaines, donc bien à l'encontre de la philosophie qui veut qu'on enserre les jeunes enfants dans leur langue. Owen croit très fermement également à l'instruction par le jeu et également à l'instruction par les sens, dans une perspective assez lockienne, d'où le recours à des frises en histoire, en sciences naturelles, comme ici. Et donc je ne sais pas si c'est très visible, mais Owen est en fait représenté dans cette gravure, ici, dans le quart inférieur gauche. Voilà. Et vous remarquez également la galerie, ici, puisque les écoles étaient ouvertes aux visiteurs. Voilà. Sous l'égide d'Owen, New Lanark se dote également d'un système de gouvernement représentatif qu'il nomme Neighborhood Divisions et qui est lui-même calqué sur le fonctionnement collégial des paroisses écossaises. Et en 1816, il inaugure l'institution emblématique de New Lanark qu'il nomme Institute for the Formation of the Character, où se trouvaient notamment les écoles qui sont représentées ici, qui est en fait le véritable centre culturel du village, puisque outre les écoles, on y trouve une chapelle interconfessionnelle, des cours du soir pour adultes, une bibliothèque, ainsi qu'une salle de réunion et une salle de bal. Et à partir des années 1815, ce fonds philanthropique se radicalise. Après Waterloo, la Grande-Bretagne connaît une crise sans précédent, avec une très importante vague de chômage, et ce qui confirme la crise du système des Poor Laws. Et comme d'autres à cette époque, Owen va tenter de résoudre ce problème. Il propose un système d'incitation au travail qu'il nomme Village de la coopération, destiné à accueillir les indigents du royaume. Modelé sur New Lanark, ces communautés industrialo-agricoles permettraient de juguler le chômage et l'exode rural, en faisant travailler les pauvres du royaume à la campagne. Ce projet fait l'objet d'une très grande hostilité de la part des conservateurs comme des radicaux, et dès lors, Owen riposte. En août 1817, il critique les religions en tant qu'institution comme facteur de division majeure entre les hommes, et il prône désormais la réorganisation totale de la société sur un mode communautaire, non plus seulement pour vaincre l'indigence. Suivant sa logique, puisque le monde entier s'oppose aux communautés, il faut donc rééduquer l'ensemble de l'humanité au sein d'un réseau de communautés. Donc, à terme,
les gouvernements devront disparaître et laisser place à une fédération mondiale de communautés. Et c'est une thèse qu'il expose en 1820 dans son premier ouvrage proto-socialiste nommé Report to the County of New Lanark. Il y propose également une réforme en profondeur de l'économie, sans renier l'industrie. Il prône cependant l'abolition du standard or et la rémunération non plus sur la hiérarchie professionnelle, mais sur le temps de travail engagé par les producteurs, afin d'assurer une juste redistribution des richesses et de promouvoir un capitalisme juste et rationnel. Je précise cependant que Owen intègre les patrons d'usines dans le groupe des producteurs, au même titre que les ouvriers. Donc la communauté devient la solution première pour résoudre la question sociale. Face au chaos du monde né d'un individualisme moral et économique, la réorganisation de la société vise donc à inscrire cet idéal de rééducation au corps même de l'espace social. C'est uniquement au sein de communautés réelles que l'esprit de communauté entre les hommes est à même de se réaliser. L'échelle sociale devrait favoriser les rapports de proximité et de coopération et faciliter ainsi leur rééducation. Donc je cite Owen, grâce à ce simple arrangement, le caractère physique, pratique et spirituel de chacun sera formé pour lui du berceau à la tombe, tout autant que la société le prendra sans difficulté en charge, de façon adéquate tout au long de son existence. Donc on voit sur ce plan que la communauté sera entourée de champs et au centre, on trouve les bâtiments communs, logements communs, mais également infrastructures de loisirs et de culture calquées sur le modèle de New Lanark. Owen prévoit une journée de travail réduite, idéalement à 3 ou 4 heures. Une fois libérés de sa journée de travail, les résidents pourraient donc se consacrer pleinement à l'éducation et aux loisirs, et jouir donc d'une vie intérieure plus riche. Afin d'éviter au maximum les conflits, Owen propose également que les communautés réunissent des individus partageant les mêmes croyances politiques et religieuses. Il conserve cependant une division fondamentale entre classes. Pour aborder vers la fin de sa carrière un mode de gouvernement gérontocratique, puisque à long terme, Owen considère les divisions par âge comme la seule hiérarchie naturelle et donc la seule hiérarchie véritablement légitime. En 1825, poussant sa logique de l'expérimentation communautaire à son comble, Owen quitte ses fonctions à la tête de New Lanark pour se consacrer pleinement à ses activités politiques et à la fondation effective de communautés. Il fait l'acquisition du domaine de New Harmony dans l'Indiana, où il fonde une communauté éponyme qu'il rachète à un pasteur allemand. Donc on voit ici à gauche le plan idéal de New Harmony tel qu'il avait été conçu par Owen et qui ne sera jamais réalisé faute de moyens. Il conservera les infrastructures qui avaient été mises en place par le pasteur allemand William Rapp avant lui. Donc en 1832, on ne possède pas de représentation de New Harmony entre 1825 et 1828, mais cette aquarelle un peu plus tardive nous donne une bonne idée de l'aspect de la communauté. Et entre 1825 et 1828, au moins 16 communautés owenistes ou d'inspiration oweniste se créent aux États-Unis et au Canada. Mais toutes, y compris à New Harmony, sont cependant de courte durée, en proie à des dissensions internes et à d'importantes difficultés financières. Par conséquent, Owen clôt l'expérience américaine en 1828 et regagne son pays natal. Mais dans les années 1820, alors même qu'Owen se lance dans l'action directe, il n'existe pas de mouvement oweniste à proprement parler.
Avant son départ de New Lanark, il s'adresse avant tout aux classes dirigeantes. Par contre, à partir de 1817, avec la radicalisation progressive de sa pensée, il perd ses partisans de la première heure, notamment William Wilberforce, pour gagner en popularité au sein des milieux libre-penseurs. Au moment où Owen s'investit aux États-Unis, ces radicaux commencent à mener des actions conjointes et forment un embryon de mouvement oweniste qu'Owen va entreprendre de structurer à partir de 1828 lorsqu'il revient en Grande-Bretagne. Donc cette structuration s'opère en 3 phases au sein d'une période relativement courte. Donc première phase, entre on va dire 1825-28 et 1833, c'est la période à laquelle Owen parvient à asseoir sa position directrice auprès de ses sympathisants. Le mouvement s'appuie en effet sur un réseau préexistant de coopératives qui se rallient progressivement à la cause d'Owen. Dans les années 1820, la Grande-Bretagne compte près d'une centaine de coopératives au sein desquelles les théories d'Owen vont trouver un large écho. On recense plusieurs initiatives communautaires isolées, réalisées sans l'aval d'Owen dès les années 1820. En 1821, la London Cooperative Society. En 1823, son équivalent à Édimbourg. Puis la communauté écossaise d'Orbiston, qui sera de courte durée, entre 1825 et 1828 également. La presse est également très active, avec des titres tels que The Cooperative Magazine ou The Cooperator en 1825, basés la plupart du temps à Londres et Brighton. Faisant le constat de ces discours partagés, Owen tente au début des années 1830 de contrôler le mouvement naissant et de l'engager sur la voie de l'orthodoxie doctrinale et pratique. Il s'agit de coordonner les actions à l'origine isolées afin de préparer dans les meilleures conditions la fondation de communautés. Par conséquent, comme à New Lanark, il envisage sa mission comme un processus de rééducation, comme un intérim avant la fondation effective de communautés. L'échec de New Harmony le conforte dans l'idée que l'humanité en général et ses partisans en particulier ne sont pas encore prêts, n'ont pas encore atteint la maturité suffisante pour faire advenir un nouveau monde moral, selon l'expression d'Owen, et qu'il lui appartient donc de présider à leur rééducation. Et pour preuve, l'organe centralisateur qu'il fonde en 1831 porte le nom d'Institution of the Industrious Classes for Removing Ignorance and Poverty by Education and Beneficial Employment. Donc, les coopérateurs acceptent cette mission rééducatrice, un tant soit peu paternaliste également, et ils se rallient officiellement à l'owenisme lors de leur congrès de Manchester en mai 1831. La même année, Owen établit son quartier général et le siège de son organisation à Gray's Inn Road, à Londres. Il y établit une coopérative d'un genre nouveau, suivant l'exemple de 3 de ses disciples, qu'on nomme la Bourse d'échange ou Labour Exchange, qui est un magasin-atelier et qui en fait reprend sa théorie de la rémunération basée sur le temps de travail qu'il avait exposé en 1820 dans le Report to the County of New Lanark. Les travailleurs membres, pour la plupart des cordonniers, des charpentiers, plus généralement des artisans ou des ouvriers qualifiés, ils commercialisent sans intermédiaire le fruit de leur labeur et le prix des articles va être évalué en fonction du temps passé à le réaliser et du coût des matières premières, ce qui est un moyen de court-circuiter les fluctuations du marché et de proposer, selon les owenistes, une rémunération juste. Les bénéfices proviennent d'une commission prélevée sur le prix de vente, mais également sur les cotisations versées par les membres. Mais les Labour Exchanges sont de courte durée, pour plusieurs raisons que je vais exposer brièvement. L'institution est majoritairement constituée d'artisans,
Par conséquent, la production est très peu diversifiée. On manque essentiellement de biens de consommation courante et notamment de denrées alimentaires. De plus, le taux de rémunération est rarement respecté et les travailleurs donc ce taux était fixé à 6 pence, ce qui est relativement bas même pour l'époque, et les travailleurs les plus qualifiés rechignent à recevoir ce salaire qu'ils considèrent comme trop bas. Et ils arrivent à force d'arrangement, à conserver leur salaire de départ, ce qui mène la plupart des labor exchanges à la banqueroute. Mais assez rapidement, le mouvement oweniste se recentre sur une nouvelle cause qui est... je reviendrai sur les rules of science un peu plus tard, qui est la cause syndicale. Dans le contexte du Great Reform Act. Cette seconde phase est également de très courte durée, à peine 2 ans. Alors pourquoi ce ralliement au syndicalisme, alors même qu'Owen est antidémocrate, puisqu'il considère la démocratie comme une aristocratie à l'envers et comme la dictature du peuple. Il constate cependant de nombreuses affiliations entre les coopératives ralliées à sa cause et le mouvement naissant des unions de travail. Et donc, il cherche là encore à canaliser cet engouement syndical sur la voie de la non-violence. Alors même qu'on assiste à cette époque à plusieurs manifestations durement réprimées par la police. Cependant, l'opposition d'Owen à tout mouvement de grève avive un certain nombre de césures au sein même du mouvement. Dès le début des années 1830, une partie des owenistes les plus radicaux lui reprochent son attitude paternaliste et font scission à ce moment-là pour former le noyau dur du futur mouvement chartiste. Oui, j'ai fait une petite faute de frappe, c'est owenisme et syndicalisme, ET, pardon. Donc, miné par ces dissensions, le syndicalisme oweniste ne survit pas à la très dure répression des grèves de l'été 1834, mais débarrassé de ses dissidences internes, l'owenisme va se recentrer au cours de la décennie suivante sur son but premier, qui est la fondation de communautés. Dans les années donc 1834-1849. L'owenisme est désormais réuni au sein d'un nouvel organe centralisé, The Association of All Classes of All Nations, qui va plus tard être rebaptisé Universal Society of Rational Religionists, ou de manière plus abrégée, The Rational Society. Ils forment un réseau d'action coordonné au sein de nombreuses antennes locales, appelées Halls of Science, qui existaient dès les années 1820, mais qui vont se multiplier à partir des années 1800, à partir de la fin des années 1830. Donc ces Halls of Science, au moins 2 existent encore aujourd'hui, dans un état d'abandon plus ou moins avancé, à Liverpool et Huddersfield. Celui de Huddersfield a été créé par les owenistes pour les owenistes, mais bien souvent, ces Halls of Science ont investi des chapelles dissidentes ou des Mechanics Institute, donc des bâtiments préexistants. Donc ces Halls of Science élisent chaque année un groupe de délégués à l'échelle du comté, qu'on appelle des district boards, chargés de les représenter lors des congrès annuels de l'association. Donc un mode de fonctionnement extrêmement hiérarchisé qui en fait reproduit à l'échelle générale le mode de gouvernement représentatif qu'Owen souhaitait mettre en place au sein des communautés. Lors de ces réunions, les délégués forment un comité exécutif et un président élu d'année en année, et Owen va occuper cette dernière fonction sans interruption de 1834 à 1845.
En 1837, le mouvement oweniste compte 15 branches pour 1 millier de membres. 5 ans plus tard, il en possède plus de 60, où se réunissent près de 50 000 adhérents, principalement à Londres et dans les régions industrielles des Midlands et du nord de l'Angleterre. L'owenisme s'impose donc comme un mouvement populaire de masse. Et c'est très visible dans les faits, puisque les années 1830-40 se traduisent par un véritable engouement communautaire. La plupart sont des initiatives individuelles qui viennent s'ajouter aux expérimentations avortées des années 1820, réalisées de part et d'autre de l'Atlantique. Donc quelques exemples. La communauté de Rallahine en Irlande, fondée en 1833, celle de Manifen près de Cambridge. On en compte également dans le Hampshire, 2 autres communautés dans le Pays de Galles. Également Queenwood, toujours dans le Hampshire, qui constitue la communauté officielle du mouvement. Alors officielle pourquoi ? Elle est propriété tout d'abord de la Rational Society, qui la fonde directement grâce aux cotisations des membres, et elle est dirigée par Owen et ses plus proches lieutenants. À cela s'ajoute une multitude de projets communautaires avortés faute de moyens, comme un projet de coopérative à Brighton en 1837. On compte également un nombre assez important, mais qui n'a pas vraiment été estimé pleinement, de micro-communautés établies par de nombreux owenistes au sein de leur domicile et réunissant de 3 à une dizaine d'individus. Il y a un exemple de ces micro-communautés qui est mentionné par le futur coopérateur George Jacob Holyoake, qui avait fondé une de ces communautés dans sa jeunesse à son propre domicile. Et il y a également, par exemple, une micro-communauté jouxtant l'asile de Hanwell, dont Laurence m'avait informé de l'existence. Donc merci. Le nombre, malheureusement, de ces micro-communautés semble vraiment très difficile à évaluer, mais la presse oweniste très abondante en mentionne au moins une dizaine, voire une quinzaine. Donc un aspect du mouvement qui reste à explorer. Mais en dépit de cet enthousiasme, le succès n'est pas au rendez-vous et il semblerait que l'histoire de New Harmony se répète, pour plusieurs raisons, et que l'on va retrouver d'un cas à l'autre. Tout d'abord, un désengagement relatif de la part d'Owen. À l'exception de Queenwood, dont il supervise directement la fondation, il ne soutient pas les initiatives communautaires isolées. Et de façon assez significative, la plupart de ces exemples isolés, et notamment la communauté de Manifen, sont en fait créés par des owenistes non orthodoxes, qui, par la fondation de ces communautés, vont s'opposer de façon assez frontale à Owen. Et c'est vraiment le cas de William Hodgson, qui est le fondateur de Manifen. Dans tous les cas, le résultat n'est jamais, selon lui, à la hauteur de son idéal et ne va jamais dépasser les réalisations partielles de Neil Lanark. Le journal officiel de l'owenisme, The New Moral World, a des mots extrêmement durs pour ces communautés dissidentes. Deuxième raison, les conflits internes. Au fil des ans, le fossé se creuse entre le comité de direction gardien de l'orthodoxie et une base militante désireuse d'affirmer son autonomie sur le terrain. Alors, ce n'est pas toujours un conflit entre radicaux et modérés, c'est bien souvent un conflit de moyens. Owen a des rêves de grandeur pour ces communautés, or sur le terrain, au niveau de la coopérative, au niveau de la Friendly Society, au niveau du Hall of Science, la plupart de la base militante, qui a relativement peu de moyens, souhaite mettre en place un communautarisme à moindre frais. Et c'est une tendance très forte que l'on va retrouver par la suite dans le second mouvement coopératif. La coopérative des pionniers de Rochdale en est un très bon exemple. Donc faute de moyens, comme je le disais, de nombreuses antennes locales remettent à plus tard la fondation de communautés et se recentrent sur l'engagement au sein de coopératives ou sur des actions un peu plus modestes comme la fondation d'écoles
pour les enfants des owenistes locaux. Au sein des communautés elles-mêmes, les revendications démocratiques en matière de représentation interne ne rencontrent que peu d'écho, alors que la plupart des résidents militent activement pour donner leur voix au sein de la gouvernance de la communauté. Plus généralement, la fin des années 1840 voit ressortir les accusations de paternalisme à l'encontre d'Owen. C'est très clair si on relit par exemple les mémoires de William Lovett, ancien oweniste qui va être un des membres fondateurs du chartisme. Donc le chartisme, qui gagne alors en puissance, semble davantage en phase avec les intérêts et besoins des classes populaires. Ces brouilles n'aboutissent pas nécessairement à des défections, d'autant que de nombreux militants sont actifs à la fois dans les cercles chartistes, owenistes et coopérateurs. Là encore, les pionniers de Rochdale sont représentatifs de cette tendance. Mais ces brouilles cadrent très mal avec les valeurs de conciliation et de consensus attachées à l'idéal communautaire oweniste. Et les tensions s'exacerbent d'autant plus que les difficultés financières s'accumulent. Alors, ces difficultés financières ont été analysées par la tradition marxiste comme un défaut structurel qui viendrait a priori dévaloriser le projet communautaire. Or, si on regarde les archives, les rares archives qui subsistent et la presse oweniste, on se rend compte que le projet communautaire est loin d'être par essence utopique, puisqu'on a véritablement un engouement pour l'expérience. Il faut tenter d'expérimenter la communauté à toutes les échelles possibles, ici et maintenant. Mais le problème vient avant tout de l'impréparation des résidents, qui sont des artisans pour la plupart, et qui n'ont absolument aucune connaissance en agronomie. Or, dans la mesure où ces communautés sont agricoles, cela finit par poser problème. Et le problème se pose de façon encore plus aiguë aux États-Unis, où les owenistes ne sont pas des artisans comme en Grande-Bretagne, mais très souvent des intellectuels qui répugnent à travailler et qui font bien souvent appel à des travailleurs externes, soit de la paysannerie locale, soit des esclaves affranchis. Et même lorsque des communautés owenistes sont fondées par des artisans et ou des ouvriers, ce qui va être le cas dans le pays de Galles, où les bâtiments existent toujours aujourd'hui et ce sont en fait des corps de ferme. Même dans ce cas-là, l'isolement géographique de la communauté entrave l'écoulement des marchandises et ces communautés dépassent à peine le stade de l'autosuffisance alimentaire. Donc au bout de quelques années, elles font faillite. Il y a également l'exemple unique de la communauté de Rallahine en Irlande, où le fondateur spécule les bénéfices agricoles de la communauté dans différents cercles de jeu, et les dettes contractées mènent la localité à sa ruine. Mais c'est une exception, c'est un cas qu'on ne retrouve pas chez les autres fondateurs de communautés owenistes. L'exemple le plus commenté est celui de l'échec financier de Queenwood, puisqu'on voit ici un bâtiment somptuaire appelé Harmony Hall, qui a été commandé par Owen. Et donc la ferme de Queenwood comptait d'importants bâtiments et dépendances, mais Owen refuse de les utiliser. Il fait construire ex nihilo un bâtiment grandiose, censé représenter le nouveau monde moral du futur. Et il commande des aménagements à la pointe de la technologie de l'époque, qui grèvent les sommes allouées à la construction. Donc quelques exemples. Le bâtiment s'entoure de jardins immenses. Chaque pièce possède un système élaboré d'aération et de ventilation qui était déjà présent à New Lanark. Et Owen est particulièrement fier du réfectoire, qui en fait améliore un projet qui avait été avorté à New Lanark, où les plats sont acheminés depuis les cuisines grâce à un système de plateaux sur roues.
Et toutes les pièces ont bénéficient également de l'eau courante et du chauffage au gaz. En 1841, les frais atteignent déjà la somme considérable pour l'époque de 30 000 livres. Et en 1845, la base militante décide de couper les crédits et Queenwood fait banqueroute, ruinant au passage le mouvement oweniste, qui est dissous officiellement en 1849. Alors, les divers commentateurs à s'être penchés sur les communautés owenistes se sont avant tout focalisés sur l'échec de Queenwood. Mais à mon sens, c'est véritablement l'arbre qui cache la forêt. Une reconsidération est nécessaire, puisque d'un simple point de vue numérique, l'owenisme a su s'imposer, même pour une période limitée, je l'ai déjà dit, comme un mouvement de masse. Et du point de vue de l'histoire des idées, il est caractéristique du socialisme pré-marxien qui se développe alors en Europe, et qui fait aujourd'hui, de manière globale, l'objet d'une réévaluation historiographique. Donc c'est ce socialisme oweniste, fouriériste, saint-simonien, qui prône l'association et non pas la lutte des classes, la communauté comme remède à l'individualisme ambiant, lui-même entendu cet individualisme comme cause et conséquence du capitalisme. Il convient donc, à mon sens, de reconsidérer l'owenisme au prisme de son aspect le plus décrié et qui pourtant est son aspect le plus central, c'est son idéal communautaire, et ce pour deux raisons. Premièrement, d'un point de vue théorique, c'est cet idéal communautaire qui fonde l'originalité de l'owenisme et qui a joué un rôle majeur dans le ralliement des partisans. Et d'un point de vue pratique, c'est cet idéal communautaire qui va structurer et coordonner les modes d'engagement sur le terrain. Donc premièrement, la communauté comme idéal partagé. Je l'ai dit en introduction, l'owenisme devient dans les faits une communauté d'idées et d'actions pour la nébuleuse radicale de l'époque. Donc dans les années 1820, owenisme en fait est synonyme de socialisme en anglais, jusqu'en 1848. C'est à partir de la montée en puissance du chartisme puis du communisme que socialisme prend un sens différent. Et en anglais, de manière assez parlante, socialiste précède historiquement socialisme. Donc on a d'abord des partisans avant d'avoir un mouvement constitué. Et de fait, on a vu qu'on passe d'une nébuleuse à un groupe relativement structuré. Mais même après cette structuration, les allégeances deviennent multiples et fluides au sein du groupe des owenistes. On compte tout d'abord des owenistes orthodoxes, tels que John Finch, qui est représenté ici, et qui est le premier secrétaire d'Owen, et l'un de ses principaux correspondants. Il y a une très, très abondante correspondance entre Owen et Finch. Finch qui, dans ses lettres, s'adresse à Owen sous le vocable de « Dear Social Father », cher père social, et c'est de façon plus générale le nom, le titre honorifique que lui donnent ses partisans. On compte également des socialistes chrétiens qui gravitent davantage à la périphérie du mouvement, et une frange minoritaire qui accommode aux grandes dames d'Owen la doctrine à des influences continentales telles que le fouriérisme et le saint-simonisme. On compte enfin un groupe relativement important d'owenistes radicaux, par exemple Henry Hetherington ou William Lovett, représentés ici, qui sont les deux des futurs membres fondateurs du chartisme. Cependant, ils demeurent en contact avec Owen après leur défection et ils défendent comme lui la tempérance et l'éducation des masses. Alors, il existe cependant un ciment idéologique entre toutes ces tendances relativement disparates, et c'est l'idéal de communauté, qui fait consensus, là encore, selon un éventail assez large de définitions et d'acceptions, soit sous une forme minimale, c'est-à-dire la promotion de relations socio-économiques et politiques fondées sur l'association plutôt que sur la concurrence, ou sous une forme maximaliste, avec la fondation effective de communautés. Comment expliquer ce ralliement à la cause communautaire ?
un élément clé est, selon moi, l'origine sociale des partisans, qui se recrutent en majorité au sein des classes populaires éduquées, et ils sont extrêmement sensibles à la théorie d'Owen de la valeur travail, la volonté de rémunérer les producteurs en fonction du temps de travail passé à réaliser l'objet de leur production. Et donc la promotion d'un système capitaliste plus juste, puisque l'histoire montre que les classes laborieuses ont été les premières à souffrir de l'industrialisation. Par conséquent, les owenistes critiques du capitalisme s'opposent davantage à un esprit d'individualisme qu'à l'industrialisation proprement dite. L'idée de communauté fait d'autant plus facilement son chemin qu'elle entre en résonance avec des traditions déjà bien établies dans les milieux ouvriers artisanaux et issues du monde des guildes, des corporations et des friendly societies, des sociétés mutualistes. Donc de fait, cet idéal communautaire, et c'est la troisième raison, est également un appel à l'action directe. Et cet appel à l'action directe, à l'expérimentation, trouve d'autant plus d'écho au sein de cette classe populaire éduquée qu'à l'époque, elle est de facto écartée du vote. Donc, les communautés owenistes, les coopératives owenistes permettent de se lancer dans des modes d'engagement alternatifs et facilement accessibles pour ces partisans. On comprend mieux donc pourquoi les coopératives se rallient très rapidement à Owen. Et donc, le rôle des institutions owenistes, que ce soit les coopératives, les labor exchanges ou les halls of science, nous renseigne sur les dynamiques internes au mouvement et sur le rôle fondamental qui joue l'idéal communautaire. En effet, ces institutions sont autant de relais d'information et de pôles d'expérimentation. Et elles sont explicitement conçues comme des antichambres de la communauté. Selon Owen, une coopérative classique, c'est-à-dire réduite à sa dimension commerciale, n'est qu'un simple mont de piété. Je reprends son expression. Autrement dit, elle ne sert à rien, elle est purement mercantile. Les ambitions communautaires de ces institutions relais s'expriment à deux niveaux. Premièrement, les bénéfices servent à financer la fondation de communautés. Des collectes sont organisées également chaque semaine au sein des Halls of Science. Et toutes ces institutions se conçoivent explicitement comme une préparation à la vie en communauté. Par leur organisation interne et par leur mode de sociabilité, elles reproduisent à une échelle plus restreinte des activités qui sont directement inspirées de l'expérience de New Lanark, qui est abondamment relayée dans la presse oweniste, dans les meetings, au sein des congrès, etc. Puisque pour Owen comme pour ses partisans, le village ouvrier a constitué un horizon d'attente partiel du système communautaire à venir et une preuve tangible de sa légitimité, de sa validité. Alors, quelques exemples de cette ressemblance, de cette filiation frappante entre New Lanark et le fait communautaire au sein du mouvement oweniste. Les affaires courantes au sein des branches locales sont traitées lors de réunions hebdomadaires qui rappellent le mode de gouvernement collégial de New Lanark, les Neighborhood Divisions. Je pense que ça s'inspire aussi du mode de gouvernement des corporations. Il y a vraiment une convergence entre ces deux cultures différentes. Le dimanche est consacré à des cycles de conférences que Owen assure très souvent personnellement à Londres et dans le reste du pays lors de nombreuses tournées. Et comme à New Lanark, ces symposiums sont généralement suivis d'une collation et d'un bal, chaque antenne possédant son propre orchestre. Les coopératives, les labor exchanges et les halls of science
organise également des écoles pour les enfants des membres, ainsi que des cours du soir, là encore, suivant le modèle pédagogique de New Lanark. Et enfin, les cercles owenistes deviennent un lieu d'exaltation des relations interpersonnelles, où l'on célèbre mariage, baptême et enterrement. Donc 3 éléments de cette sociabilité oweniste me paraissent essentiels. Premièrement, la volonté de créer une famille de cœur qui transcenderait les barrières de genre et de classe, puisque l'owenisme fait appel aux hommes comme aux femmes, et qui transcenderait également le caractère autocentré de la famille nucléaire, qu'Owen critique abondamment. L'activité collective joue un rôle fondamental de ciment identitaire, qui est très visible dans les déclarations d'intention des diverses coopératives owenistes. Donc je vous donne un exemple parmi de nombreux autres. La déclaration d'intention de la First Birmingham Cooperative Society en 1828. Au sein d'un club coopératif, les sentiments d'amitié entre membres ne doivent pas être laissés au hasard. Ils ne doivent pas seulement être recommandés pour les avantages qu'on en retire, c'est-à-dire pour l'agrément d'être entre amis, ils doivent être appliqués comme un devoir d'une importance capitale. Lorsqu'un homme prend part à une société coopérative, il prend part à de nouvelles relations avec ses semblables. Autrement dit, il expérimente une nouvelle forme d'organisation sociale. Il participe à l'antichambre de la société nouvelle. Deuxièmement, donc ça pourrait paraître anecdotique, mais dans les écrits d'Owen, ça ne l'est pas du tout, le rôle de la musique comme métaphore de l'harmonie sociale. L'unisson des voix venant idéalement promouvoir celle des cœurs et des esprits. Owen est lui-même passionné de musique, il joue de la clarinette, et à New Lanark comme au sein du mouvement, il n'a de cesse de promouvoir les activités musicales. Et enfin, ce qui me paraît vraiment très intéressant au sein de ce mouvement oweniste, c'est l'union de la pédagogie et du divertissement. C'est un élément qu'on retrouvait déjà à New Lanark, apprendre en s'amusant. C'est quelque chose de fondamental. La communauté future sera joyeuse ou ne sera pas. Et dans tous les cas, on assiste à des efforts créatifs visant à bâtir une société alternative autour de valeurs placées en porte-à-faux de l'individualisme et du paupérisme ambiant. Même si l'échec cuisant des communautés owenistes semble faire de ce désir un vœu pieux, l'originalité des méthodes retenues, qui sont à milieu, par exemple, de l'esprit réformiste pénitent et punitif de la New Poor Law, ou le recours à l'action violente prôné par les communistes, eh bien, elle mérite d'être remarquée. Donc, en conclusion, j'ai réalisé ici un très bref exposé de l'histoire, des dynamiques et des enjeux du mouvement oweniste, et j'ai avant tout souhaité établir des pistes de réflexion, puisque j'ai ici en fait défini mon projet de recherche postdoctoral. Plusieurs thématiques restent en effet à explorer. L'histoire des communautés owenistes, qui est très peu traitée faute de sources primaires. On sait par exemple extrêmement peu de choses à la fois sur les micro-communautés britanniques, mais également sur les communautés owenistes américaines. A priori, il existe pourtant des archives, mais qui n'ont pas encore été exploitées. Donc cela permettrait, en dressant l'histoire sociale de ces communautés, d'aller au-delà de la simple dimension de l'échec, qui nous en dit finalement assez peu. Deuxièmement, l'histoire des Halls of Science. Voilà, on ne sait pratiquement rien sur ces institutions, sur l'owenisme à l'échelle locale. Il faudrait également établir une prosopographie de la base militante, notamment de la place des femmes au sein du mouvement, puisqu'il existe des travaux antérieurs sur le mouvement oweniste, mais notamment Owen and the Owenites de J.F.C. Harrison, qui est un ouvrage fondateur, mais qui ne s'est intéressé qu'au cadre du parti. Et pourtant, les militants sont extrêmement présents et actifs, notamment dans la presse oweniste. Enfin, une troisième dimension qui mériterait d'être explorée, la perspective transatlantique.
Peut-on vraiment parler de mouvement oweniste en Amérique du Nord, au même titre qu'en Grande-Bretagne, au-delà d'une circulation avérée des idées de part et d'autre de l'Atlantique? Dans quelle mesure les owenistes du Nouveau Monde auraient-ils intégré des sensibilités autochtones, par exemple le transcendantalisme ou l'engagement pour la cause abolitionniste? Question parmi d'autres. Une chose est cependant certaine, contrairement aux interprétations canoniques, l'owenisme n'a été ni une chimère, ni un épiphénomène. Alliance d'un discours certes millénariste, mais sécularisé, et d'une volonté d'expérimentation sociale, ces principes fondateurs, en premier lieu l'idéal communautaire, ont su un temps trouver un écho de masse au sein d'une partie des classes populaires britanniques. Plus encore, l'idée de communauté n'a pas disparu avec Queenwood, et là encore c'est peut-être une dimension qui mériterait d'être explorée plus avant. Après 1849, les anciens owenistes, ralliés notamment au chartisme et au mouvement coopératif, se font passeurs d'idées et conservent le fond communautaire des débuts, quoique sous une forme moins universaliste. Par exemple, sans prôner la fondation de communautés alternatives, les pionniers de Rochdale, donc qui fondent la première coopérative moderne du même nom, et les coopérateurs britanniques après eux, ne limitent pas les coopératives à leur aspect marchand pour toucher des domaines aussi variés que l'éducation, les loisirs, l'épargne, la production de biens de consommation courante. C'est une dimension qui est aujourd'hui encore présente et fondamentale au sein du mouvement coopératif britannique, alors que par exemple dans le reste du monde, et notamment en France, l'immense majorité des coopératives sont avant tout agricoles. Donc c'est vraiment un aspect fondamental et unique du coopératisme britannique. Donc cette vocation généraliste fait l'originalité de ce mouvement, qui d'ailleurs revendique aujourd'hui encore Owen comme son père fondateur. Donc si vous visitez à Manchester le siège du mouvement coopératif, il y a une statue d'Owen devant le bâtiment. Plus généralement, l'owenisme a inauguré l'un des piliers du socialisme britannique, c'est-à-dire la volonté de régler la question sociale par la conciliation plutôt que par les armes, un héritage que les Fabiens puis les travaillistes ont su intégrer à leur discours, quoique sous une forme simplifiée et mythifiée, et qui explique en partie la position minoritaire du marxisme dans le paysage politique britannique. Pour toutes ces raisons, donc, qualifier l'owenisme d'utopique semble bien réducteur. Merci à vous.